Alors, pour ceux qui sont ici, on se tait. Je vous présente Maude, qui est une élève que j'ai en terminale spécialité, qui va un peu vous présenter la terminale spécialité et j'espère vous motiver à venir dans cette spécialité dès la première. Ouais. Alors, du coup, moi, j'ai pris spé physique chimie en vue de faire une prépa. Et il faut savoir que l'aspect physique chimie, c'est super important pour tout ce qui est prépa scientifique. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont déjà des idées de ce qu'ils veulent faire. Il y en a ou pas? Ok. Euh, Moi, si j'ai un conseil à vous donner avec l'aspect physique chimie, du moins en première, au moins, c'est de prendre l'aspect maths. Et si vous voulez faire des prépas, les maths, c'est très important aussi. Donc l'aspect physique chimie, c'est faut savoir que c'est faut être assidu quand même parce que c'est du travail, vous devez déjà le voir maintenant. Un peu non? Vous vous en rendez compte ou pas? Et tout, sa relation est particulière. Ah ouais, parce que du coup nous en terminale on est là chaque semaine, on doit aller en spé chaque semaine. On n'a pas de semaine de chômage. Ouais. Donc on a autant de contrôles que d'habitude, on a autant de cours que d'habitude, donc on voit pas spécialement la différence que vous avez peut-être de travail en moins. Mais il faut savoir qu'en première aussi ils viennent chaque semaine ou pas? À partir du moment donné, vous avez des spé, qu'on soit en distanciel ou pas, vous venez. Donc il faut savoir que c'est une charge de travail certes, mais que si on écoute en cours, qu'on participe et tout, ça se gère facilement. Enfin, facilement, ça se gère. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment d'être assidu en cours surtout. Genre moi, j'essaye au maximum dans mes spé de participer ou de comprendre. Parce que si on comprend pas en cours, à l'extérieur, c'est encore plus compliqué de comprendre. Genre, on peut pas s'aider de livres, ça. Enfin, si, mais s'il n'y a pas le professeur, je trouve que ça aide plus. Donc, vu que vous êtes en distanciel, ça doit être un peu compliqué de voir ça, vu que vous êtes. Enfin, je trouve que le distanciel, ça aide moins que le présentiel. Donc, accrochez-vous cette année. Et après, voyez. Est-ce que vous avez déjà. Il y en a déjà qui veulent peut-être prendre spé physique chimie ou pas? Et vous voulez faire quoi plus tard? D'accord, mais. D'accord, et. D'accord. Alors, en tout cas, c'est entre guillemets une sécurité si vous voulez faire des études scientifiques plus tard. Faut le savoir. Mais voilà, si j'ai un conseil vraiment, c'est de prendre l'aspect maths en première parce que il y a pas mal de maths quand même dans la physique chimie. Oui, en terminale, moi j'ai pris maths, physique, chimie et maths expert. Euh, c'est un peu la triplette compliquée. Mais je sais que j'ai des amis qui sont en physique chimie et qui ont maths complémentaires et qui arrivent à se gérer. Surtout que les professeurs peuvent faire le complément du maths qui ne sont pas en cours, même si ça les retarde un peu. Voilà, on fait, comme je vous dis, toutes les maths à la façon physique. C'est ça. Ça va plus vite. Il y a moins de. Enfin, la maths, les P. Oula, la physique chimie qui utilise les maths, c'est. Pour arriver à ses fins, les maths, c'est juste des démonstrations de maths, vous en avez déjà vu. Enfin, je sais pas si ça sert vraiment, quoi. Donc bon, moi, si j'ai des conseils à vous donner, c'est ça. Et voilà. Après, il faut savoir que l'aspect physique chimie, c'est un choix et que si vous le regrettez, enfin, c'est compliqué, quoi. Mais il faut s'accrocher. Une question sur la faut en profiter, hein, parce qu'elle est dedans, donc elle pourra plus vous répondre avec plus d'objectifs. Vous avez besoin d'exemples ou quoi? Pas de questions? Ceux qui sont en ligne. Ah, attends. Mhm. Ah oui, je vous avoue que moi, donc, je me souviens quasiment de rien de ce que j'ai fait, mais en première, déjà, ça devient plus intéressant. Les TP, on nous donne plus de liberté, je trouve. Et on a fait fondre un glaçon la dernière fois. Tu veux pas donner des exemples un peu plus sympathiques? Non, 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 on a fait des circuits d'électrique. Moi, de base, j'aimais pas trop ça, mais c'était genre grave intéressant. Et après, faut savoir que je trouve que c'est mieux quand on va en première ou en terminale qu'en seconde, en tout cas. Vous allez avoir entre guillemets des bases de seconde, surtout que vous avez un nouveau programme. Donc moi, j'ai pas eu du tout ce que vous faites. Ouais, ça Donc, c'est vrai, ça je tiens à préciser, c'est la génération où on a changé le programme de seconde et de première en même temps. Et donc Monde n'a pas bénéficié du programme que vous avez. Donc elle était sur l'ancien programme. Donc elle a dû rattraper en première des choses qu'elle n'avait jamais vues en seconde. même encore maintenant. Ouais, même encore maintenant, c'est vrai. Donc, On découvre des choses en terminale que normalement vous allez voir en seconde, on a déjà vu d'ailleurs, et qu'ils n'avaient pas vu dans leur seconde. Il y a des choses un peu complexes parfois. donc honnêtement, la seconde, ça va être des bases qu'on va vous donner. Et après, vous allez
grimper d'au-dessus, on va dire. Enfin, vous allez avoir plus de choses. Ça va être plus complexe ou en tout cas plus intéressant. Vous avez une question, non? D'accord. En ligne, il y a des questions? Oui, Raphaël, j'ai reçu. Léo, non? Non, ça va, tac, tac, bon, bah c'est bon. Merci, Maud. Pas de problème. Voilà. À tout à l'heure. Bon cours. Alors non, ça était resté calculer la masse de l'atome. Alors je sais plus où je m'étais arrêté. Qui me montre son cours, qui a bien pris son cours, etc. Agnès. Il y a quoi qui va aller en physique dans le groupe? Non, mais vous êtes obligé de prendre la physique, vous n'avez pas le choix. On n'avait pas commencé à mettre. Ah bah alors, alors on y va. On va faire un exo. Non mais spé physique, vous êtes obligé de le faire si vous voulez faire des sciences. C'est pas le faire. Si on peut pas faire des sciences, on n'a pas. Ah non, c'est clair. Mais je sais pas avoir d'autres présentations de matière. Parce que pour l'instant, vous êtes la seule. Hein, et on sait, moi, je ne sais même pas ce qu'il y a comme matière. Mais ça, c'est au professeur de chaque discipline de vous présenter vos choses. HLP, faut vous demander à votre à Madame Vincent. Oui, mais ça, c'est français, on ne sait pas de ressembler. Mais non, non, HLP, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. non. Et après, il sort du robot. Vous pouvez demander à votre à Monsieur Tibergen. Monsieur Tibergen. Il y a trop de bruit. Alors, on a un exercice, on va commencer par le 13, page 81. Ah non, on l'a fait, monsieur. Ah, on l'avait fait. On s'était arrêté au 19. D'accord, alors qu'est-ce que vous avez montré dans le 13, page 81? Voilà. Ah oui, mais en fait, Il faut juste le finir. Silence, s'il vous plaît. Il y a vraiment trop de bruit. Sinon, vous vous séparez. Déjà, vous arrivez en retard. Non, tous les lundis, c'est comme ça. Je m'en fiche. Je te dis que tous les lundis, pour regarder, vous avez en retard. Alors là, vous êtes en absence. Il faut que je le change. Ah oui, puisque j'avais fait l'appel. Alors, ça fait que... Donc, ce qu'on avait vu, je vous ai fait la démonstration. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes en classe, maintenant vous mettez au boulot. Donc, on avait fait une démonstration qui vous permettait de montrer que la masse d'un atome est à peu près égale au nombre atomique, au nombre de masses, multiplié par ce qu'on appelle la masse d'un nucléon. Qu'est-ce que c'est qu'un nucléon? Et donc, ça peut être quelle particule? Voilà, proton ou neutron. Comme les protons et les neutrons, ils ont pratiquement la même masse, on peut dire qu'ils ont la masse d'un nucléon. Et comme un atome est constitué par un nucléon, on peut dire que c'est 1 fois la masse des nucléons, en négligeant la masse de qui? Ah non, sûrement pas. Des électrons. D'accord? Pour calculer la masse d'un atome, on va dire que la masse d'un atome est concentrée dans son noyau. Son noyau est composé par un nucléon. Et chaque nucléon a une masse petite. Donc voilà la formule qui vous permet de simplifier le calcul de la masse d'un atome. Donc si on fait l'application numérique pour notre atome de mercure, l'atome de mercure, on vous dit qu'il est composé par 202 nucléons. On multiplie par la masse d'un nucléon qui a 1,67 10-27. Et on trouve
que la masse d'un atome de mercure. Alors, est-ce qu'on voit bien au tableau? On voit pas terrible. Ouais. Alors, comment ça se fait que vous voyez pas grand-chose? Je vais essayer d'améliorer le zoom. La semaine dernière, on voyait mieux. Je vais utiliser comme tableau central. C'est mieux là? J'utiliserai que le tableau central. La visio, c'est Minecraft. J'adore. Ok, on en est là. Bon, je peux utiliser que le tableau central. Voilà. Alors, quand on fait le calcul, qui me fait le calcul? Combien de chiffres significatifs au résultat? 3. Et donc, moi, je trouve 3,37 10 puissance moins 25 kg. D'accord? Ensuite, on vous demandait combien d'atomes y a-t-il dans une goutte de mercure? Donc ça, c'était la dernière petite question. Comment on fait? Pour trouver combien d'atomes y a-t-il dans une goutte de mercure? Je sais pas le manière, mais je me dis que la masse de la goutte de mercure divisée par la masse. C'est ça. On vous dit que la masse d'une goutte de mercure, c'est 35 mg. D'accord? Une goutte. C'est 35 mg. D'accord? Et vous voulez savoir combien d'atomes de mercure il y a dans une goutte. Comment on fait? En kilos. Pourquoi il y a tant de bruit? Encore une remarque, c'est dehors. C'est simple. Vas-y. Alors, comment on fait? Ouais. Moins 3, ça fait quoi? Si on fait en milligrammes, on le transforme, vas-y. Ça fait 3,5 Ah, je suis pas d'accord. en kilogramme. Là, on veut le transformer en kilogrammes. D'accord? 3,5. Voilà. En fait, le mieux, c'est d'écrire 35, 10 moins 6 kilogrammes. D'accord? Alors, pourquoi? Je vais essayer d'améliorer un truc sur l'image. Mathieu, c'est la dernière fois que je fais une réflexion. D'accord? C'est déjà assez compliqué comme ça. Non, j'arrive pas à avoir mieux. Ça fait mieux que ça. Hein. Est-ce que tu peux tirer le rideau, s'il te plaît? J'ai un reflet sur l'écran. Je me demande d'où ça vient.
Essayez de faire une petite chose. Non, c'est pas ça. Ouais, mais si on enlève les lumières, essayez d'éviter l'endroit où il est. Alors, donc ensuite, nous, ce qu'on veut savoir, c'est que dans ces 35 10-6 kg, il y a N atomes. D'accord? Donc, dans 35 10-6 kg, il y a N atomes. Et on sait que dans 3,37 10-25 kg, ça correspond à combien d'atomes? Un seul atome. Donc, pour avoir N, comment on fait? Voilà, on fait juste 35 10-6 divisé par 3,37 10-25 et on trouve le résultat. Alors, ça nous donne quoi? 35. Si tu peux tenir ton langage, c'est quand même beaucoup mieux. Je trouve que tu t'excuses beaucoup pour rien, justement. 10. On a deux chiffres significatifs. 1,0 10 puissance 1. Et si on fait 25 moins 6, ça nous fait 19. Donc on a à peu près 10 puissance 20 atomes dans une goutte de mercure. D'accord? Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est surtout la proportionnalité, que la masse d'un atome est concentrée dans son noyau, et que pour calculer la masse d'un atome, on va simplement dire que c'est A fois la masse d'un des nucléons qui constitue le noyau. Ok, parfait. Alors, on va continuer le cours. On va maintenant regarder, on va résumer un peu ce qu'on a fait ici. On va regarder la caractéristique de l'atome. Et ensuite, on va s'intéresser au cortège électronique. Donc, en deux, caractéristiques de l'atome. Alors, on va caractériser les atomes. Oui. Non. Oui, mais il n'est pas là. Isotif Franca. On va regarder les différentes caractéristiques, à savoir taille, masse et charge. Donc on va caractériser la taille de l'atome, sa charge et sa masse. Donc vous allez faire trois colonnes. Première colonne sur la taille, deuxième colonne la masse, troisième colonne la charge. Alors sur la taille, on va déjà dire que qu'est-ce que vous pouvez dire entre la taille de l'atome et la taille du noyau? Qui est le plus grand entre les deux? Raté. Non, tu as raison. T'as raison ou pas? C'est pas la taille du noyau. Le noyau, il est où? Donc, lequel est forcément. D'accord? Donc, forcément, alors, est-ce qu'il est beaucoup plus gros ou un tout petit peu plus gros? Alors, pour une idée de comparaison, on va prendre un terrain de foot. Vous voyez la taille d'un terrain de foot normal ou pas? Vous imaginez.
Vous prenez le centre du terrain de foot, qui est représenté par là où on fait le lancement du jeu. D'accord? Vous avez un point à cet endroit. C'est là où on place le ballon. Ce point, on considère que c'est le noyau. Où sont situés les électrons? Oui, mais à quelle distance par rapport au terrain? Aux extrémités du terrain. Par exemple, on considère que si le point, c'est l'atome, c'est le noyau, le point central, les électrons, ils seraient situés au niveau des cages. Okay, ça, c'est pour représenter à image, à dimension humaine. Et entre ce petit point et ces cages, il y a quoi? Non, il y a du vide. D'accord? Entre le noyau et les électrons, il y a du vide. Et on appelle ça comment? Voilà, une structure qui est dite lacunaire. Donc on va dire par rapport à sa taille que l'atome a une structure lacunaire. Terme à connaître. Ça veut dire qu'il est essentiellement composé de vide. Essentiellement. Qui peut me donner un autre exemple de structure lacunaire? L'espace, exactement. Le système solaire est une structure lacunaire. Entre toutes les planètes du système solaire, il y a du vide. Alors, juste pour comparaison, si on regarde le rayon de l'atome, R atome, il est très très grand devant le rayon du noyau. Pour avoir une ordre d'idée, un ordre de grandeur, le rayon de l'atome, c'est à peu près 10 puissance moins 10 mètres, alors que le rayon du noyau, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Donc c'est pas un ordre de 100 fois entre les deux, c'est un ordre de 100 000 fois. D'accord? Donc on peut toujours considérer que la taille de l'atome est beaucoup plus grande que la taille. Ensuite, on va regarder sur la masse. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la masse? Ben, ça, on l'a vu. On avait dit que la masse de l'atome était concentrée où? Dans le noyau. Donc, c'est la masse du noyau. Donc, ça, c'était l'exercice d'avant. Et on a montré, démonstration à savoir refaire, que la masse de l'atome, c'est à peu près égal à A fois la masse d'un nucléon. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir refaire. On regarde en ligne si tout va bien. L'image est... Ouais, vous avez écrit F atome, R atome. C'est-à-dire? Alors, tu as les électrons autour, tu as le nuage électronique. Ben, on considère qu'ils sont tellement légers par rapport au noyau que tu peux négliger leur masse. Ils ont une masse, mais c'est comme si tu prenais un éléphant d'une tonne et tu rajoutes un petit oiseau sur l'éléphant. Est-ce que ça va vraiment changer sa masse? Intrinsèquement, oui, sa masse va être différente, mais ça va très peu varier. Ça va encore rester près d'une tonne. D'accord? Et les électrons, c'est pareil par rapport au noyau. Et enfin, pour la charge, qu'est-ce qu'on doit savoir sur un atome? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, un atome est électriquement libre. Électriquement libre. Donc voilà tout ce que vous devez savoir sur l'atome, pour le moment. M mètre, ça veut dire Paul, puisque là je regarde sur le rayon de l'atome qui s'exprime, c'est une distance, donc c'est 10 puissance moins 10 mètres, et pour le noyau 10 puissance moins 15 mètres. C'est bon? Il lève la main quand tu as une question, sinon j'entends pas, je peux pas voir. Oui, toi? C'est cela. Ben, vas-y, pose maintenant. Et mieux dans toute sa splendeur. Alors maintenant on va passer à la structure du nuage électronique, c'est-à-dire on va parler du cortège électronique. Donc ça c'est la nouveauté du programme de seconde, il n'y avait pas avant. Ça fait un an que ça existe. Donc en grand 3,
on va parler de ce qu'on appelle le cortège électronique. Électro. Et on va commencer par ce qu'on appelle les couches électroniques. Donc petit a, les couches électroniques. Alors, donc, on s'est intéressé au noyau. Le noyau possède des nucléons qui sont des protons et des neutrons, et c'est lui qui constitue l'essentiel de la masse d'un atome. Et pourtant, ce qui va permettre de comprendre les réactions en chimie, pourquoi deux atomes vont s'allier et créer une liaison entre eux, ça ne va pas être à cause du noyau. Ça va être à cause de la structure électronique des atomes, et donc à ces couches électroniques. Donc en fait, les électrons, ils tournent, ils gravitent, on dit, même si ce n'est pas un terme que j'apprécie, ils gravitent autour du noyau. Et ils vont se répartir suivant certaines couches, certaines structures. Un peu comme la Terre, je pense que vous avez vu ça en géologie, elle est structurée par des couches. Vous avez le noyau, puis après vous avez le manteau, etc. etc. Oui. Géologie, c'est l'étude de ce que vous faites en SVT, vous avez biologie et géologie, normalement. L'étude des pierres, de la structure de l'univers et des choses comme ça. D'accord ? Et donc vous avez les couches magmatiques, la couche de la croûte terrestre, etc. etc. Bon, je ne connais pas grand-chose. Dans mes souvenirs, c'était ça. Pareil, on va avoir ces électrons qui vont se répartir suivant certaines couches. Ça, c'est déjà ce qu'il faut. Les électrons sont répartis. Les électrons sont répartis en couches et en sous-couches électroniques. Donc, on a des couches, à l'intérieur de ces couches, on a ce qu'on appelle des sous-couches. Et nous, on va apprendre comment s'effectue cette répartition électronique. Alors, chaque couche va être caractérisée par un nombre. C'est un nombre entier qu'on va noter L. Chaque couche est caractérisée par un nombre entier qu'on note L. Et on va reproduire ça avec le tableau périodique. Juste une note. Deux éléments qui ont les mêmes couches occupées, donc le même nombre entier n, occupent la même ligne du tableau périodique, c'est-à-dire la même période. Donc, deux éléments ayant la même couche occupée, ayant les mêmes couches occupées, une couche qui reste, appartiennent à une même ligne. Et Ça veut dire qu'il y a certaines couches qui ne sont pas occupées, enfin, que toutes les couches oui, exactement. C'est ce qu'on va voir après.
Donc, ils appartiennent à la même période. À la même période. Une période dans le tableau périodique, c'est ce qui correspond à une ligne. D'accord? Une ligne du tableau. Ça, c'est la première chose. Donc, deux éléments qui ont les mêmes couches électroniques occupées appartiennent à la même ligne du tableau périodique. Là, on n'est pas en même temps, on verra ça tout à l'heure. Et enfin, on va aussi caractériser une sous-couche par un deuxième nombre entier qu'on va noter L cette fois. Et forcément, L il est toujours inférieur ou égal à L. Donc ça, c'est la caractéristique de la sous-couche. Chaque sous-couche est caractérisée par un nombre entier. Caractérisé par un nombre entier. Qu'on note L et qui est inférieur ou égal à L. Alors, en fait, on ne va pas les numéroter, ces sous-couches, on va leur attribuer des lettres. Si L est égal à 0, on va parler de la sous-couche S. Sous-couche S. D'accord? Si L est égal à 1, on parle de la sous-couche P. Et si L est égal à 2, on parle de la sous-couche P. Ah, il y en a d'autres. Mais en seconde, on s'arrête aux couches S, P, D. Après, il y a F et G. Alors, en fait, à quoi ça sert? Ça caractérise la forme du nuage électronique. On pourrait penser que c'est que des sphères à chaque fois. En fait, pas du tout. Vous verrez plus tard si vous continuez en chimie. Que, bien entendu, on peut avoir un noyau et autour des électrons qui se répartissent suivant des sphères. Mais il y a aussi des possibilités. On a le noyau qui est comme ça et les électrons se répartissent sous cette forme. Ou sous cette forme. Et on a même des super particuliers. On a le noyau, les électrons se répartissent comme ça, et suivant un anneau. Alors, on ne vous explique pas pourquoi, vous le saurez plus tard, mais c'est dû à des stabilités de la matière au niveau atomique. Ça, on le verra. Ce puissance 10 le mètre, il veut dire quoi? Merci. Ah oui, ok, Paul. Ok. Alors, comment on remplit ces couches? Donc, vous savez qu'il y a un nombre quantique principal qu'on appelle n qui caractérise la couche, et après, il y a des sous-couches qui sont caractérisées par S, P et D. Maintenant, comment est-ce qu'on va remplir ces sous-couches et ces couches en même temps? C'est ce qu'on va voir par la suite, les règles de remplissage. Est-ce que tout le monde a noté? Non? Ouais, bah dépêche. En ligne, est-ce que c'est noté? Demain, on fait des exos, je vous donnerai toute la liste. Non, cliquez là-dessus, je peux rien faire. Là, on va faire que des cours. C'est fini, c'est bon, Rémio? Donc, 2, remplissage. Donc ça, c'est la règle que vous allez devoir appliquer à chaque fois. Une couche
caractérisé par le nombre n, peut contenir deux puissance 2 fois n au carré électrons. 2n2 électrons au maximum. D'accord? Donc si vous êtes sur la couche n égale 1, au maximum dans la couche n égale 1. Non. 2, parce que 2 fois 1 au carré, ça fait 2. Si vous êtes sous la couche n égale 2, vous pouvez obtenir combien d'électrons maximum? Exactement. 2 au carré, 4 fois 2. La couche n égale 3. Exactement. 3 au carré, 9 fois 2. Ça n'ira pas plus long. D'accord? Donc une couche peut contenir 2 fois n au carré électrons. Une sous-couche va contenir au maximum 2 fois 2L plus 1 électron. Deux fois 2L plus 1 électron. Et donc c'est ça qu'il va falloir vraiment retenir. La couche L égale 0. D'accord? C'est la couche S. Au maximum peut contenir combien d'électrons? Donc, une couche S peut contenir au maximum combien d'électrons? 2. D'accord? Maximum 2 électrons. La couche L égale 1. C'est la couche L. Maximum combien d'électrons? Pardon, c'est la couche P. Maximum combien d'électrons? Non. Donc si L égale 1, 2 fois 2 plus 1, 3, fois 2, 6 électrons. Donc, les couches S peuvent contenir au maximum 2 électrons. J'arrive et ah, ça a bugué. Là, pourtant, la caméra, on est vachement bien. Hein. C'est quand je suis devant que vous voyez rien. C'est mieux? Ah oui, je sais pourquoi, pardon. Attendez. Est-ce que c'est mieux là? Ah si, là c'est bon, non. Ouais. Bon. Donc on a 6 électrons maximum dans une couche P. Et dans les couches D, exactement. Couche D, maximum 10 électrons. Donc déjà ça retient. Les couches S, vous pouvez pas mettre plus de 2 électrons, les couches P, pas plus de 6, et les couches D, pas plus de 10 électrons. On pourrait continuer, mais en seconde, on s'arrête aux couches P. Ce sont des sous-couches, mais on va parler de couches. En plus, plus tard, vous parlerez plus de couches, mais vous parlerez d'orbital atomique. Ça, c'est un terme encore un peu plus tard. On aurait pu l'introduire directement. Ouais, TG. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que chaque atome va posséder une configuration électronique qui lui est propre. Et vous, ce qu'on va vous demander de faire, c'est, à partir du numéro atomique d'un élément, de trouver sa configuration électronique. En fait, c'est assez simple. Si vous avez le numéro atomique, vous connaissez quoi sur le noyau? Qu'est-ce que ça vous indique, le numéro atomique? Nombre de protons. D'accord? L'atome est électriquement neutre. Donc, ça vous donne aussi l'information sur quoi? Nombre d'électrons. Donc, admettons, ben voilà, je sais que mon atome, dans sa structure électronique, il y a 12 électrons.
ben, je vais pouvoir écrire sa structure électronique en S, P et D. Encore faut-il que je sache dans quel ordre je vais les rentrer. C'est un ordre à peu près logique. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire sa configuration électronique. C'est au maximum. Tu n'es pas obligé de saturer tes couches. Et on verra que quand les couches sont saturées, ça veut dire quelque chose de particulier. Mais pour le moment, c'est juste l'ordre. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on écrit la configuration électronique. Ouais, c'est 2 fois 2L plus 1. C'est ça. Alors, en petit 3, on va regarder la configuration électronique. 3. Configuration électronique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de trouver la configuration électronique d'un élément chimique? C'est de comprendre quelle est la répartition de ces électrons dans les sous-couches. Donc, égale répartition des électrons dans les sous-couches. Et pour ça, je vais donner un exemple. Enfin, je vais vous donner la règle générale, et après on va le faire sur un exemple pour le carré. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a un S. Un S, là, ça correspond à la couche 1, et S à la sous-couche, L égale 0. D'accord? Et c'est vrai, la couche 1, N égale 1, elle peut contenir combien d'électrons? 2. C'est pour ça qu'on n'a pas de sous-couche P et D, puisque la couche S, elle aussi, pour au maximum avoir 2 électrons. Donc forcément, un S et un P, elle n'existe pas. Forcément. Donc comme un P n'existe pas, on passe ensuite à la couche 2S. La couche N égale 2 peut contenir au maximum combien d'électrons? On avait dit 6. 2 fois 2 puissance 2. 2 puissance 2, ça fait 4. Et donc ça fait 8. Alors c'est sûr, on peut avoir 2S qui contient combien d'électrons maximum? Comme c'est une couche S, une sous-couche S, 2. Et il en reste encore combien à placer? 6. Donc on peut avoir une couche P. Est-ce qu'on peut avoir une couche D? Non. Puisqu'au maximum, les couches N égale 2 contiennent 8 électrons max. On peut continuer comme ça. On va avoir 3S, 3P, et là on va avoir 3D. 4S, 4P, 4D. Et je vais descendre jusqu'à 5S. Donc vous avez vu, je les ai mis comme ça. Voilà, alors, 2S, 2P, c'est la couche 2, la couche principale 2, qui est constituée par deux sous-couches, la couche S, la sous-couche S et la sous-couche P. Avant P. Pour dire que c'est justement la deuxième ligne du tableau périodique. D'accord? Alors comment on va remplir ça? On commence ici. Et ensuite vous allez tracer des diagonales. D'accord? Donc la première couche à remplir, c'est la couche 1S. Ensuite, on remplit la couche 2S. Ensuite, on remplit qui? 2P. Ensuite, 3S. Ensuite, 3P. Ensuite, 4S. Et il ne faut pas remplir la 3D avant la 4S. D'accord? Une fois qu'on a rempli la 4S, on remplit 3D. Après 4P, après 5S, et ensuite 4D. Vous pensez à tracer vos diagonales comme ça,
et ça vous donne l'ordre de remplissage de vos électrons. On reprend. Vous avez un certain nombre d'électrons à placer sur vos couches et vos sous-couches. Donc elles vont se faire dans un certain ordre. Cet ordre, ça suit ce qu'on appelle la règle de Tchaïkovski. Je ne vais pas vous décrire, c'est compliqué. Mais pour ça, vous écrivez vos couches et vos sous-couches sous la forme que j'ai écrite ici. Et ensuite, vous tracez des diagonales, descendantes vers la gauche, de façon à savoir quelle est la couche que je remplis en premier. Ben, la première, c'est 1S. D'accord? Je finis ma diagonale, je passe à la deuxième diagonale. Je descends. 2S. Troisième diagonale, je rencontre d'abord 2P, ensuite 3S. Ensuite, 3P, 4S. 3D, 4P, 5S. Donc le dernier qu'on remplit, c'est 4D. Exactement, Paul. On va faire un exemple, parce que là-dessus, c'est pas très parlant. On va faire l'exemple avec le carbone. Donc le carbone, 12. Je vous demande de me trouver la structure électronique du carbone 12. Comment on fait? On vous donne le numéro atomique, donc vous savez qu'il a combien de protons? 12. Comme l'atome est électriquement neutre, son cortège électronique possède 12 électrons. Il faudra toujours le dire, hein, c'est important. Parce que le numéro atomique indique le nombre de protons. Donc j'ai 12 électrons que je dois répartir en couches et en sous-couches. Donc je regarde. Comment on va dire? Donc la première couche que je remplis, c'est quoi? 1S. J'écris 1S. Et je peux mettre combien d'électrons là-dessus? Donc je mets mes 2 électrons. Deuxième couche à remplir. C'est laquelle? 2S. Bon, on y va. Combien d'électrons maximum la couche 2S peut contenir? Non. 2. Sa sous-couche, c'est S. Et les S ne peuvent contenir au maximum que 2 électrons. Donc, 2. C'est pas le fait que ce soit 2 fois S. C'est le fait que ce soit une sous-couche S. C'est pas le carré. Alors attention, là, c'est pas des maths. C'est juste la notation pour dire, là, j'ai 2 électrons sur cette sous-couche. Là, j'ai 2 électrons sur la sous-couche de S. Ensuite, on remplit laquelle sous-couche? 2P. 2P peut contenir au maximum combien d'électrons? 6. Je vais mettre mes 6 électrons. 2P, 6, ça veut dire que la couche 2P contient 6 électrons. Là, en tout, j'ai placé combien d'électrons? Bah oui, 10. 2 électrons sur la couche S, 2 électrons sur la couche de S, 6 électrons sur la couche de P. Il me reste combien d'électrons à placer? 2. Donc je dois aller sur la couche 3S. Bah, 3S peut contenir ces 2 électrons. Voilà la structure électronique du carbone. La structure électronique du carbone, c'est 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Quand je vais vous demander d'écrire la structure électronique, ça correspond à ce type d'écriture. D'accord? Alors, on va aussi regarder ce qu'on appelle des électrons de valence et des électrons de cœur. Pourquoi ça va être important? Parce que tous les électrons ne vont pas créer des liaisons chimiques avec d'autres atomes. Et ce qui va être important, ça va être les électrons qui sont en périphérie de l'atome. C'est eux qui vont pouvoir créer des liaisons. Et d'après vous, combien y a-t-il d'électrons sur la couche la plus extérieure de l'atome? Ils appartiennent à quelle couche? Ouais. Ça sert à ça de la structure électronique. Ça nous permet de savoir que on a sur la couche électronique externe 2 électrons qui nous restent. Oui, c'est bon. Ça fait 2. Je vérifie juste un truc. Oui, c'est bon. Alors, j'ai fait une bêtise, oui, en fait. J'ai fait une grosse bêtise. Ça, c'est le magnésium, pardon. Excusez-moi. C'est ça, pas le... Oui, oui, c'est le magnésium. Pas le carbone.
Alors, ce qu'on va conclure. Maintenant, on va marquer combien y a-t-il d'électrons sur les couches externes et combien y a-t-il d'électrons de cœur. Les électrons sur la couche externe, c'est ce qu'on appelle des électrons de valence. Est-ce qu'au collège, on vous a parlé déjà de la valence? Non? Alors, c'est ça que maintenant qui va être important. Pour pouvoir comprendre comment les atomes... Oui. Question? Alors, quoi? En fait, je ne peux pas savoir est-ce que les proportions en deux, c'est maximum 2 pour la classe. Est-ce que ça change la configuration? Oui, exactement. Et c'est dans cet ordre. Tu es obligé, avant de remplir la couche suivante, tu es obligé de remplir celle qui suit. Tu ne peux pas commencer une autre couche tant que l'autre n'a pas été remplie. D'accord? Alors, ce que l'on va dire, le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons sur la dernière couche. La dernière couche, qu'on appelle la couche externe. Elle est caractérisée par le nombre n, d'accord? Donc là, pour le magnésium, la dernière couche, c'est 3. Et ça, elle ne contient qu'une seule sous-couche, S. Donc le nombre d'électrons sur la dernière couche, la couche externe, constitue les électrons de valence. D'accord? Les autres, c'est ce qu'on appelle des électrons de cœur. Les autres sont les électrons de cœur. Donc, sur le magnésium de tout à l'heure, il y a combien d'électrons de cœur et combien d'électrons de valence? Voilà. Là, on a 10 électrons de cœur. Et on a 2 électrons de valence. Alors, je vous donne juste la liste des exos qu'on va faire. Ouais. Voilà tous les exos qu'on va faire. On finira le cours. On a plus encore.